Tarzan, Robinson Crusoe, Phileas Fogg, ces aventuriers ont fait rêver des générations d'enfants depuis la fin du 19e siècle. Des petits explorateurs prêts à découvrir un monde exotique et sauvage, prêts à rencontrer l'autre, ça c'est moins sûr. Une exposition au musée du Quai Branly nous ouvre les portes du magasin des petits explorateurs. Bonsoir Pierre-Yves Belfils. Bonsoir. Vous êtes le conseiller scientifique de cette exposition. Alors on a un peu l'impression d'entrer dans une brocante quand on va dans cette exposition, dans un magasin. Alors vous dites que c'est plutôt un bateau, pourquoi ? Alors, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un bateau de commerce, parce qu'on a cette forme de bateau. On a notre côté tribord-bâbord qui structure un peu la pensée de l'exposition, c'est-à-dire un côté très rousseauiste, romantique, avec la nature furibonde, ces ingrédients-là qu'on retrouve chez Robinson Crusoe, c'est la figure de proue du romantisme. Et l'autre côté, plus Denis Diderot, qui va être l'esprit encyclopédique, comment on va faire la somme du monde, se documenter sur le monde. C'est vrai que, oui. À travers ça, on a tellement d'ingrédients qui font partie du récit de jeunesse, de la façon dont on a parlé aux enfants de l'autre et de l'ailleurs, qu'on a plein de choses. De toutes les époques, on n'a pas choisi un plan chronologique, on a mélangé pour montrer que tout ça existait hier, existe aujourd'hui, existera peut-être encore demain. Le mythe du bon sauvage, vous l'avez dit, cher à Rousseau, est très présent, notamment dans l'exposition. Il y a aussi un livre, enfin beaucoup de livres sont mis en avant, mais vous rappelez que l'importance de Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Alors pourquoi est-il emblématique? Parce que oui, c'est le romantisme. C'est le romantisme, c'est un roman anticolonial, et oui, c'est le romantisme absolu. Ça, faut pas se le nier. La tempête, le naufrage, l'amour de Paul et de Virginie, voilà, sont ces ingrédients qu'on va retrouver dans tous ces romans romantiques, Robinson Crusoe et les Robinsonades qui vont suivre après lui. C'est vrai que c'est l'ancêtre de la bande dessinée, Robinson Crusoe? Il a été très illustré. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la BD pour vous garantir que c'est l'ancêtre. Par contre, Robinson Crusoe, c'est 1719, c'est très ancien comme ouvrage. Donc, il a été assez vite illustré et beaucoup d'illustrateurs de Robinson Crusoe sont très connus et ont fait de magnifiques choses. Je crois que vous passez Loriot derrière moi, oui, qui est un des premiers Français à avoir eu l'autorisation de Walt Disney de faire des adaptations de Walt Disney en France. Mais derrière les aventures de Robinson Crusoe, il y a quand même un fond colonialiste, c'est-à-dire qu'il est quand même là pour civiliser le bon sauvage. Alors, il y a ça, il y a aussi les différents sauvages et les différents... alors, il y a toujours plein de guillemets quand on dit sauvage. Bien sûr. Il y a le vendredi qui est presque civilisé ou civilisable, puis il y a d'autres sauvages qui sont moins civilisables, et on va retrouver cette problématique si chère, et malheureusement si chère au 19e siècle, qui est civilisable et qui ne l'est pas, qui on peut coloniser, qui on va exterminer. Alors il y a une passion pour le tour du monde, pour l'exploration, oui, fin 19e siècle. Alors comment vous l'expliquez et pourquoi on s'est intéressé aux enfants, c'est-à-dire on leur a transmis cette passion? Alors, c'est deux choses différentes. Le tour du monde, peut-être l'ingrédient absolu de la littérature jeunesse. On fait le tour du monde, donc on rencontre tout le monde. Et après une certaine mode de la géographie à la fin du 18e, le 19e s'empare de ça. Justement, il y a le monde colonial, les moyens de locomotion, le transport en bateau ont beaucoup évolué. On peut aller plus loin. Avec l'arrivée des premiers avions, on peut faire encore le tour du monde encore plus rapidement. Mais surtout, on se rend compte que les problématiques des adultes sont souvent mâchées et recrachées aux enfants, et ce qui fait que la littérature jeunesse ou les préoccupations qu'on donne aux enfants sont souvent des sous-préoccupations d'adultes. Et au début du 19e, la préoccupation des adultes, c'est bien sûr de conquérir le monde, enfin de l'adulte occidental. Oui, et le jeune explorateur est souvent d'ailleurs un petit garçon blanc. Et donc c'est lui qui part à l'aventure. Et oui, et l'aventurier est son modèle, et on retranscrit l'aventurier sous la forme de l'enfant. Là, on voit l'aventure d'un gamin de Paris. Alors, oui, Louis Boustard, qui a priori était un vrai aventurier, là, on découvre. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a aussi Henri de Lavaux, qui était aviateur, un des premiers aviateurs français, qui a écrit avec un autre auteur, Arnaud Galopin, de la littérature jeunesse. C'est de la littérature de feuilleton, c'est très dilué, c'est d'inspiration très Jules Verne, c'est Tour du monde. C'est souvent un ingénieur français qui a créé une machine révolutionnaire lui permettant d'avancer très vite sur terre, sur eau, dans les airs, qui est souvent en concurrence avec un autre ingénieur
allemand ou anglais généralement. Comme par hasard. Comme par hasard, les clichés ont la vie dure. Et donc il est accompagné d'un enfant qu'il a rencontré, et puis leur chemin sera parsemé d'embûches, des criminels et surtout beaucoup de sauvages qui vont les ralentir ou leur mettre des bâtons dans les roues. Oui, il y a beaucoup de mythes qui apparaissent. Alors le mythe de King Kong, quand vous parlez du sauvage, et le cannibale. Alors énorme succès du cannibale, on peut le découvrir dans votre exposition. Oui. Alors pourquoi cette fascination pour le cannibale? Alors, il a toujours fasciné. C'est assez incroyable, alors que les réalités scientifiques sont beaucoup moins flagrantes que ça sur la réalité du cannibalisme. Moi, ce que j'ai découvert de façon très amusante en faisant l'exposition, c'est qu'on parle beaucoup du cannibale, mais quand on regarde les publicités qu'on a, en mangeant des esquimaux, en mangeant des bamboulas ou des gâteaux papous, le petit enfant blanc, le petit enfant occidental était parfois beaucoup plus cannibalistique que ce qu'il voyait dans ses livres. Oui, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que vous nous expliquez comment certains clichés, comment des publicités, mais même à l'école. À l'école, on leur montre des vidéos dont le héros s'appelle Petit Négro, ce qui aujourd'hui laisse totalement, extrêmement choquant, même on peut le dire. Voilà, comment ça s'est disséminé? C'est-à-dire vraiment, c'était une utilisation, c'est vraiment rentré dans l'inconscient? Oui, alors il y a eu déjà fin 18e et surtout le 19e siècle une prolification des images. Les enfants sont abreuvés d'images et on le sait tous, Bergson disait du cerveau humain que c'était un magasin d'images, une boîte à images. Les images dans la tendre enfance, c'est comme un doigt sur une boule d'argile, ça laisse une marque pendant très longtemps et très profondément. Et voilà, ces images-là, on les a toute sa vie. Après, on arrive à les recomprendre, on peut avoir un regard critique sur elles, mais elles sont diffusées dans la société dès la prime jeunesse, et du coup, elles ont vraiment ces clichés, ces stéréotypes. On a essayé de montrer, nous, une histoire de ces images, une histoire de ces mots, pour montrer à quel point c'est pas dans un moment donné, et puis c'est fini. Non, ils avaient un avant, ils ont eu une période coloniale, ils ont un aujourd'hui, parce que voilà, on parle encore de l'ailleurs, on parle encore de l'autre, et bien souvent les stéréotypes et les préjugés sont sollicités. Oui, Balthazar, qui est quand même le premier personnage noir qui est représenté très tôt, le roi mage, le fameux roi mage. Là, dès le début aussi, vous expliquez comment il y avait sur les églises, il était, on pouvait vraiment l'insulter, voilà, et ça explique aussi beaucoup. C'est très dérangeant en fait comme exposition, pas forcément pour les enfants. Alors, pas forcément pour les enfants, plutôt pour les adultes, pour justement voir l'histoire du regard, l'histoire des mots. Ou alors avoir un discours critique avec les enfants, en les accompagnant dans l'exposition. Mais on n'oublie pas les enfants pour autant. Durant tout cet été, on organise une opération qui s'appelle Jardin d'été autour de cette exposition, où on organise des ateliers de cartographie, de raconter son histoire, de faire son magazine, parce que c'est ça aussi dont il est question, c'est le magasin des petits explorateurs. Le magasin... C'est l'origine du mot. C'est l'origine du mot, c'est au 19e. On a tout un tas de phénomènes qui se créent. On a justement l'apparition de la chambre d'enfant, ce premier espace dédié sans adultes, où même on punit l'enfant à aller dans un monde sans adultes parfois. Va dans ta chambre avec ton coffre à jouets qui est caché dedans, mais voilà. On a ce monde de l'enfance qui se constitue. On a aussi les magasins qui apparaissent, et comme dans un magasin, des revues vont apparaître, le magasin pittoresque de Charton, Jules Hetzel qui publiera Jules Verne avec son magasin d'éducation et de récréation. On va retrouver, comme dans un magasin où j'ai des boîtes alimentaires, des cosmétiques, des produits ménagers, là je vais trouver dans mon petit magazine, mon petit fascicule, un article de sciences naturelles, un article d'histoire, un article de géographie. Et effectivement, dans cette exposition, on est aussi comme dans un magasin, puisqu'on fait chacun notre petite course. Alors, il y a un abécédaire qui nous prévient dès l'entrée, méfiez-vous des mots, car il y a beaucoup d'images dans cette exposition, mais il y a aussi des mots. Et vous nous rappelez que certains mots, voilà pourquoi certains mots sont choquants. Vous citiez des marques, il y a Bombanania, Bamboula, on pourrait parler de tête de nègre. Esquimau. Esquimau aussi, c'est une insulte, pourquoi? Oui, alors, très étrangement, en France, alors sans doute c'est lié à l'éloignement géographique tout simplement, mais quand vous parlez d'un Esquimau dans la société, peu de gens sont choqués, ça reste une insulte, un grand mot vide dans lequel on a mis plein de peuples différents, mais les Inuits, je vous promets qu'ils ne précient pas du tout ce mot et préfèrent être appelés Inuits que Esquimaux.
Voilà. Il y a un film d'ailleurs qui a changé un peu la donne, c'est Nanook l'Esquimau. Alors pourquoi ce film? Quelle est sa particularité? Alors, au début des années 20, Flaherty va faire donc Nanook, et on va avoir presque une transformation du fantasme de l'Esquimau, je le dis encore avec des guillemets, parce qu'il va devenir éminemment sympathique. C'est ce sauvage, frère de la nature. On retrouve ça aussi avec, pareil avec des guillemets, le peau rouge, qui a été gentil, méchant, méchant, gentil, mais qui aujourd'hui, c'est cette sorte de chaman ami de la nature, écolo avant l'heure, qui a gardé ce contact avec la nature que nous, occidentaux, avons perdu et que nous recherchons. Mais est-ce que c'est cliché ou est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est cliché, c'est complètement cliché, mais un préjugé, un cliché peut être aussi positif que négatif, d'un gentil racisme que du plus cruel racisme instrumentalisé pour l'époque coloniale, par exemple. Alors aujourd'hui, il est où l'exotisme? C'est-à-dire que c'est vrai que comme maintenant on peut voyager facilement, on a l'impression d'être connecté tout le temps. Vous le voyez où, vous, cet exotisme? Il y en a encore plein. Oh, bah, tant mieux. Il est sorti alors dans la publicité, l'exotisme pour mettre en valeur des aspects de fraîcheur, de lointain. Les ingrédients qui sont utilisés sont les mêmes, y compris dans des exemples très contemporains. Vous le trouverez aussi beaucoup dans la science-fiction. Des séries comme Star Trek allaient voir des mondes, voir des peuples lointains, ne se faisaient pas voir eux pour ne pas perturber le développement social de ce peuple. D'où peut-être le succès des super-héros au cinéma notamment. Pour Star Trek, en tout cas, c'était extrêmement 19e et avec ce fantasme civilisationnel de l'Occident. Alors vous qui êtes responsable de la médiathèque du musée du Quai Branly, est-ce qu'il y a quand même des petits pépites? Est-ce qu'il y a vraiment des journaux que vous ne connaissiez pas? Alors il y a le magazin Pittoresque qui a donné un peu le nom, on voit ici. C'est une superbe revue. Alors je ne suis pas responsable de la médiathèque, je suis responsable des revues à la médiathèque, mais c'est gentil. Oui, bien sûr, le magazin Pittoresque qui est une revue extraordinaire, le magasin d'éducation et de récréation que je citais, mais c'est des livres aussi qu'on a pu acheter pour l'exposition comme Macao et Cosmage d'Eddie Legrand en 1919, le premier livre édité par la NRF pour les enfants. Révolution graphique, l'image est en pleine page, une typo en majuscule incroyable et surtout un discours anticolonial dès 1919. Et là, vous avez l'histoire de deux petits-enfants. On est dans une robassonnade, hein. C'est très romantique. Un petit garçon blanc, une petite fille noire qui vivent en parfaite harmonie sur leur île, avec la faune, avec la flore. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Ils sont juste en harmonie. Et un jour, au loin, un bateau va arriver, la civilisation va arriver, et petit à petit, elle va grignoter leur île paradisiaque, et c'est la fin, ou presque la fin, du bonheur de Macao et Cosmage. Voilà, on peut découvrir ça donc grâce à cette exposition au musée du Quai Branly, le magasin des petits explorateurs. Merci Pierre-Yves Belcis d'être venu sur notre plateau et de nous avoir parlé avec autant d'enthousiasme donc de ces revues et de cette exposition. C'est jusqu'au 7 octobre au musée du Quai Branly à Paris et le catalogue est extrêmement réussi aussi. Merci à vous.